Toi, tu avais choisi l'année dernière de prendre l'explication de texte. C'était un texte de Popper. A priori, tu partais plutôt sur l'idée de prendre une dissertation. Qu'est-ce qui t'a... Alors, mis à part le fait que tu n'as pas aimé les sujets de dissertation, sur l'art, parce qu'on a bien compris que l'art, c'était pas forcément ton truc. Surtout en philo, c'est tellement vaste l'art. Le bonheur, intuitivement, même si on n'arrive pas à l'expliquer, on a tous une idée de ce que c'est, mais l'art, c'est le truc le plus abstrait au monde. Bah, disons qu'on a, et en même temps, le plus concret, non? Enfin, l'art, ce sont surtout des œuvres. Je ne dis pas qu'il faille faire un catalogue d'exemples dans la dissertation, mais mentalement partir d'œuvres. L'art, c'est prendre le risque de se perdre dans ces exemples et de ne rien en retirer, d'avoir trop d'exemples et de pas assez développer vraiment une réflexion autour de l'art, et de partir sur une réflexion autour d'œuvres. Donc toi, tu n'as pas pris ce sujet parce que tu l'as trouvé trop risqué. J'aime pas les Et puis sujets t'aimes sur pas. l'art. Bon, d'accord. Deuxième sujet, doit-on tout faire pour être heureux? Là, le bonheur, gna gna gna, ça paraît... Bah, voilà. J'avais déjà vu des sujets sur le bonheur, mais ça allait. Mais celui-là était vraiment tourné bizarrement. C'est vraiment doit-on, c'est le fait que ce soit un devoir. Et justement... Tout faire, il n'y a que des absolus. C'est là. Et ça, c'est pas compatible avec l'idée d'un bonheur qui viendrait plus spontanément. Mais en disant ça, est-ce que tu n'es pas dans la problématique du sujet? Ouais, mais feu quoi. C'est un bon démarrage. Doit-on tout faire pour être heureux? Est-ce que être heureux est un devoir? Est-ce qu'on doit s'obliger à être heureux? C'est ça le problème du sujet. Donc, en disant ça, tu es très bien parti pour le traiter, ce sujet. Ouais, mais enfin, pour moi, une fois que j'ai dit ça, j'ai plus rien à dire. D'accord. Je suis là, ouais. Le bonheur, c'est un peu mou quand même. Oui, c'est... Et donc, finalement, tu as pris le texte. Ouais, on est bien le texte. Alors, est-ce que tu l'as pris par défaut ou parce que tu as aimé ce texte? Les deux. Les deux. Parce Bon. que si j'avais vraiment détesté le texte, j'aurais pris le bonheur. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce texte de Popper? Déjà, Popper, il a un nom qui est bien. Et j'en avais jamais. C'est pas un critère. Ah bon. Non, si, Alors, si... 5 minutes sur son nom. C'est bien je ne le connaissais pas, moi, ce mec. Si tu es capable d'avoir 20 sur 20 en expliquant un texte de Popper alors qu'on n'a même pas vu Popper en cours, les clés de l'explication du texte, elles sont dans le texte. Elles sont dans le texte. La première chose à dire aux élèves, c'est que n'allez pas chercher à l'extérieur du texte les clés de l'explication, elles sont dans le texte. Bon. Surtout si c'est un auteur déjà vu en cours, on se ramène avec les questions déjà toutes faites qu'on a posées en cours, super, on a appris notre cours, etc. C'est quitte à passer à côté du texte. Mieux vous regardez le texte d'un œil neuf, et ensuite, une fois qu'on a soulevé quelques idées qui viennent de nous, mettre ça en commun avec ce qu'on a vu en cours. Donc, d'abord le texte, mais de temps en temps, des éclairages extérieurs sont très utiles. C'est toujours plus intéressant dans une explication texte, enfin je pense, de placer un autre auteur plutôt que de placer l'auteur du texte en lui-même. Parce que l'auteur, on l'explique déjà avec le texte, donc autant apporter quelque chose de nouveau plutôt que de dire « Ah oui, j'ai lu un autre passage, il disait pareil ». Alors, je vais être critique vis-à-vis de moi-même, ça sert à quoi de voir des auteurs pendant l'année si c'est pas la peine de les connaître, s'il n'est pas la peine de les connaître pour expliquer un texte? Des fois, on a des choses à reprocher ou à approuver dans le texte, et on se rend compte qu'on a vu un auteur qui lui aussi en a parlé. Ça peut être très intéressant justement de confronter deux autres auteurs et ne pas non plus ramener toutes ces petites idées. C'est toujours bien de mettre un nom avec une majuscule. On a un auteur, Popper, qui développe une thèse, le déterminisme, mais qui peut pas blairer. Voilà, qu'il ne peut pas blairer. Et pour dire qu'il n'est pas d'accord avec le déterminisme. Et un certain nombre d'élèves ont cru, parce que Popper définit le déterminisme, que forcément c'est sa thèse à lui. Ce qui est un piège assez courant. Comment toi tu as fait pour ne pas tomber dans ce piège, dans ce contresens finalement? Première phrase, j'ai traité le déterminisme physique de cauchemar. Si c'est un cauchemar, c'est que c'est pas bien. C'est marqué dessus. Donc, toujours le même principe, les clés de l'explication du texte sont dans le texte. Tu ne savais pas avant que Popper critiquait le déterminisme. C'est dit clairement.
Mais alors après, il fait une description du déterminisme. Comment on fait pour ne pas, pour éviter de penser que c'est sa thèse à lui finalement, une fois qu'on a dépassé cette première phrase? Ben, il faut voir aussi dans quel sens il le développe. Il y a développer, regardez comme c'est super bien, il y a plein d'arguments pour l'étayer. Et puis il y a développer, regardez qu'est-ce que ça implique, comment c'est mal fichu, etc. D'accord. Enfin, les auteurs ont toujours un parti pris. Oui. Et dès lors qu'on l'a vu dès la première ligne qu'il a un parti pris, il faut garder ce parti pris en texte et se dire, il l'explique comme ça D'accord. parce qu'il pense cela. Et s'il avait été partisan du déterminisme physique, ça se trouve, il aurait pu trouver des super trucs à dire sur le déterminisme physique, comme quoi c'est trop bien. D'accord. Selon toi, qu'est-ce qui fait la différence entre une très bonne copie, 16, note dont tout le monde rêve et que tout le monde achèterait maintenant, à ce moment de l'année, qu'est-ce qui fait la différence entre ça, selon toi, et l'excellente copie, 20 sur 20? C'est vrai que du coup j'avais parlé de Sartre, donc j'avais déjà... ça fait déjà 2 philosophes, mine de rien, Popper et puis Sartre. Ouais. Et voir qu'on peut étendre la philosophie à d'autres thèmes, à des choses qui nous entourent, la littérature, le cinéma, ça... Et puis c'est aussi pour ça que je suis moins à l'aise sur les sujets sur l'art, parce que dès l'explication, on étend son sujet à un petit peu tout, tandis que là, pouvoir montrer qu'on a compris les enjeux du sujet et qu'on sait à quoi il s'applique concrètement, ça fait l'impression que j'ai compris le sujet. On pourrait se dire, une élève qui avait un philo a fait fac de philo ou avait en classe prépa. Donc, toi, tu fais fac de sciences du langage, pardon, avec un intérêt pour la linguistique, je crois. Oui. Qu'est-ce qui, par rapport aux qualités que tu as pu développer en philosophie, quelle est la raison de ce choix, en fait? Le langage, c'est cool. Ouais. Non, puis c'est vrai que c'est plus facile de se spécialiser sur quelque chose pour ensuite élargir son horizon après. Et c'est vrai qu'en partant de ce postulat de base qu'est le langage, on peut étudier son aspect philosophique, sociologique, biologique avec le cerveau, etc. Et bon, comme j'avais fait un bac L, j'étais vraiment dans une optique très littéraire, avec vraiment l'étude de texte, l'étude des auteurs, etc. On étudie toujours autant des auteurs, mais on voit qu'ils ne parlent pas que de la littérature, et qu'ils essayent vraiment de se relier entre les disciplines. Et c'est ce qui est le plus intéressant au final. D'accord. Bon, écoute, merci pour cet entretien. Je t'en prie. Et puis, je te souhaite plein de 20 sur 20 à l'avenir dans tes études. Merci, Julie. Salut.